Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Kamara, Moussa Moïse Silla, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Vendredi 15 janvier 2016, merci de nous rejoindre dans ce talk show avec lequel vous avez rendez-vous tous les matins quand il est 9h sous cette antenne. Une émission à retrouver en prime, en rediffusion tous les soirs à 18h sur Sud FM. Également à retrouver sur la télé d'une autre planète, Espace TV, quand il est 22h30. On s'intéresse à l'actualité dans cette émission. Le litre d'essence à 5000 francs guinéens. Voici ce que réclame du gouvernement Yula, les structures syndicales guinéennes, du moins quelques-unes. Dans une plateforme revendicative adressée au gouvernement, celle-ci demande que le prix du litre à la pompe soit revu à la baisse à la hauteur de la chute du prix des plates, désormais sous la barre de $30 US sur le marché international. Une proposition à laquelle le gouvernement a commencé à se pencher sans délai. Qu'est-ce qui justifierait cette revendication? Les structures syndicales guinéennes affichent-elles une unité d'action sur la question? Nous allons avoir tour à tour dans cette émission M. Kazmir Diawara, un des porte-parole du mouvement syndical guinéen, et là, Mamadou Saliou Diallo, il est premier secrétaire général adjoint de l'ONSLG. Haute autorité de la communication, ça grésille toujours. Les commissaires frondeurs n'en démordent de guerre et veulent désormais voir clair dans la gestion financière de l'institution. Ils viennent à cet effet d'adresser une demande d'audit financier par un cabinet indépendant à la présidente de l'institution qui y opposerait un niet catégorique. Comment peut-on appréhender l'issue de ce bras de fer? Nous allons tenter de joindre un commissaire dans cette émission. Il était attendu en Guinée pour 3 jours de concert. Salif Keita a-t-il finalement posé un lapin à la structure Team Production? C'est ce qu'on essaie de comprendre ce matin. Nous allons recevoir en fin d'émission notre confrère Al Soiré. Il est animateur culturel ici au groupe Adafo Média. Merci de rejoindre l'équipe. Ahmed Kamara, bonjour. Bonjour Abaka. Tamba Zachary Milimono, bonjour. Bonjour Abaka. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour. Bonjour Jacques Lewaleno. Abaka Diallo. D'abord, pour commencer, ce cas suspect d'Ebola qui crée de la panique du côté de la Sierra Leone. Oui, et on apprend ça subitement comme ça parce qu'hier, en principe, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la fin de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Et au même moment qu'on apprend qu'il y a un cas suspect au nord de la Sierra Leone, ce qui relance tout le débat autour de la gestion de l'après-Ebola. Il faut se rappeler que ce pays, avant la Guinée, avait déjà fêté la fin de cette épidémie. Ouais. Il y a eu par la suite résurgence dans certaines villes et par la suite, il y a cet événement qui a été célébré de façon très grandiose. D'abord ici en Afrique et de très loin, les gens qui ont aidé les pays de l'Afrique de l'Ouest dans la lutte contre cette épidémie. Ouais. Donc ça veut tout dire et ça interpelle les États du Libéria et de la Guinée qui vivent aussi l'après-Ebola. Ça veut dire même s'il y a cette déclaration de principe, il y a toujours des risques. Ouais. Il ne faut pas baisser la garde. Il ne faut pas baisser la garde. Mohamed Mara. Oui, il ne faut pas baisser la garde. Aujourd'hui, ne l'oublions pas, c'est l'épidémie et c'est le cycle de l'épidémie qui a pris fin. Mais on n'a pas déclaré la fin d'Ebola, ce qui est totalement différent. Ouais. Le virus lui, est toujours encore en circulation. Et pour le moment, c'est vrai qu'il y a des vaccins qui aident aujourd'hui à guérir lorsque les malades sont pris en charge très tôt, mais qui ne sont pas efficaces à 100%. Le taux de létalité est encore très élevé. Donc, les bonnes pratiques, à mon avis, qu'on a eu à prendre au début de cette crise-là, il faut continuer à les garder. De l'autre côté... Et ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. De l'autre côté, je suis extrêmement inquiet. Quand vous regardez déjà le projet de loi des finances, notamment le volet santé, vous verrez que pratiquement le budget alloué à ce secteur a été doublé. Mais surtout au niveau du fonctionnement et non pas dans l'investissement, ce qui est extrêmement inquiétant parce que c'est au niveau de ces centres médicaux là, à commencer par les centres de santé, les postes de santé, jusqu'aux centres communaux de santé, jusqu'au niveau des CHU. Aujourd'hui, il y a un CHU qui est presque out, qui est aujourd'hui en reconstruction, quasiment en rénovation, et même en reconstruction, parce qu'il y aura de nouvelles infrastructures quasiment. Maintenant, avec ça, je me dis qu'aujourd'hui, il y a de sérieux problèmes. N'oublions pas que le secteur de la santé a été également touché. Il y a quand même une centaine de personnes qui ont péri
D'accord? Donc, ces gens-là aussi, il faut des personnes de mieux en mieux formées aujourd'hui. Donc, le problème, il se pose avec acuité et à mon avis, ce n'est pas avec 5,2% vraiment du taux, notamment du BND, qu'on va booster ce secteur. Il faut vraiment qu'on fasse ce secteur-là, en réalité, la priorité des priorités en 2016. Bien. Parce que, dernière précision, si aujourd'hui notre économie est en récession, quels que soient les discours politiques, cela est dû aussi en bonne partie à Ebola. Donc, il ne faut pas oublier qu'Ebola, santé et économie sont liés. Bien. Tamba Zakari Milimono, on s'intéresse aux nouvelles nominations au ministère du Budget. Vous nous apprenez du séisme aux impôts. On parle de la chute du directeur, de l'ancien directeur, désormais Wowo. Et ça relance la question de la déclaration des biens. La question de la déclaration des biens. À ce niveau, nous avons pas mal de problèmes qui se posent à nous. Mais bien avant, c'est bien de parler de ces personnalités des impôts, par la Direction nationale des impôts, qui ont été débarqués. On parle sérieusement de séisme parce que, comme tu aimes à le dire, il y avait des cadres qui s'y étaient, entre guillemets, fossilisés, qui avaient pris de l'âge, qui vieillissaient là, en toute discrétion d'ailleurs, parce qu'on a vu que ce directeur national des impôts, M. Wowo, c'était quelqu'un de pas très parlant, de pas très visible. C'est un grand taiseux. Oui, en effet. Donc finalement, un décret est pris par le président de la République. Qu'est-ce qui le motive? En tout cas, monsieur le président de la République sait de quoi est-ce qu'il retourne. Mais aujourd'hui, on se pose finalement la question. Les impôts, ce n'est quand même pas rien dans cet état-là. Lorsqu'une personnalité, lorsqu'un directeur vient aux impôts, on sait qu'il aura affaire à pas mal d'argent. C'est quand même une source de revenus assez importante pour l'État guinéen. Alors, on y a nommé des cadres sans avoir pris la peine, et c'est toute la difficulté que nous avons, sans y avoir pris la peine de vérifier avec quoi est-ce qu'ils venaient, qu'est-ce qu'ils avaient pendant qu'ils prenaient fonction, et au sortir de la fonction, qu'est-ce qu'ils ont. Ça, c'est quand même un premier problème qu'il faille relever. Mais de l'autre côté, nous avons quand même la possibilité de procéder à une évaluation, en tout cas d'un point de vue logique, d'un point de vue raisonnable. Qu'est-ce que ces personnes auraient pu acquérir normalement, c'est-à-dire sans avoir à grignoter dans les caisses de l'État, sur évaluation de leurs revenus permanents, sur d'autres, comment on appelle ça, d'autres avantages liés au poste, liés au travail, qui sont d'ailleurs totalement bien définis. Oui. On pourrait évaluer ce que ces personnes auraient pu engranger à leur propre compte. Oui, parce que c'est ce qui est prévu à l'article 36 de la Constitution. Les directeurs des régies financières doivent faire déclaration de biens comme les membres du gouvernement. Mais là où tout a été faussé, c'est en 2010, parce que le président Alpha Condé lui-même n'a pas fait déclaration de biens. Alors, comme aime le dire Djibril, l'imitation vient d'en bas et l'exemple vient d'en haut. Abakar, tout n'est pas perdu. Nous partons de temps. On peut calculer les choses, on sait de quoi est-ce qu'il est question. C'est depuis 2010 jusqu'à maintenant. Il y a des traces, en tout cas lorsque vous avez bâti lorsque vous avez construit un bâtiment, il y a des traces écrites qu'on peut vérifier. C'est un audit assez banal pour des compétences que nous avons en Guinée d'ailleurs, qui peuvent procéder à ce travail-là. Oui. Mais ça relance par la même voie la déclaration des biens liés aux ministres. Les ministres qui viennent de prendre... c'est un sujet qui est revenu hier encore au Conseil des ministres. Justement, serait intéressant de savoir avec quoi est-ce que ces ministres-là commencent la deuxième mandature du président de la République. Et comme ça, on pourrait mesurer normalement avec quoi est-ce qu'il pourrait en sortir. Bien. Parce que lorsqu'une personne devient exagérément riche, en l'espace que de 5 ans, en tout cas, ça pose problème. Il faut se poser des questions. Ça doit conduire à se poser des questions. Ben écoutez, comme vous l'avez dit, ça tire sa source depuis 2010. Pourquoi le président de la République n'a pas dit exactement qu'est-ce qu'il avait quand il est venu au pouvoir? Et déjà, le président burkinabé qui est élu il n'y a même pas longtemps, qui n'est pas ici en Guinée, moi je sais à peu près qu'est-ce qu'il dispose. Je sais qu'il a des chevaux, je sais qu'il a un cheptel, je sais qu'il a des maisons, je sais qu'il a, je crois, trois Mercedes. Mais le président de la République de la Guinée, qu'est-ce qu'il a, lui? J'en sais rien. Et on nous dit qu'il a déclaré. Oui, il a déclaré, mais oui, mais écoutez, mais il ne faudrait pas le mettre dans un tiroir. On attend que ça soit publié au journal officiel de la République. Oui, non seulement publié au journal officiel de la République, mais également qu'on nous dise, oui, le président, c'est seulement sa deuxième mandature qu'il a fait pendant son premier mandat. Avec quoi est-ce qu'il est venu?
est-ce que ça correspond aujourd'hui à ce qu'il a déclaré maintenant? Donc moi je pense que de toutes les façons, je ne dénie pas cette pratique. C'est une bonne pratique, mais il faut savoir mener à bien cette pratique et chercher à savoir exactement les biens qui sont déclarés. Est-ce que ces biens, comme Tamba l'a dit, existent réellement? Mais il faut pas tout simplement nous balancer un papier pour nous dire oui, j'ai tel immeuble ici, j'ai telle villa ici, et après je sais pas, j'ai combien de millions dans mon compte, j'ai même un compte, je ne sais pas où exactement, j'ai une Mastercard. Ce n'est pas ce que nous voulons exactement. Nous voulons concrètement que cela soit vérifié et que voilà, ceux qui vont faire ce travail puissent nous dire exactement, nous avons pu, s'il faut le dire, toucher du doigt ce que ces personnes ont déclaré. Moi je pose cette question, comment suivre les traces des placements financiers dans certains paradis fiscaux? Mais écoutez, c'est là toute la difficulté. Certes, il y a de la difficulté, mais autant il y a, entre guillemets, de bandits financiers, autant il y a d'experts qui peuvent suivre les traces. C'est quand même la vérité. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Mais revenons au cas guinéen. Nous avons une cour des comptes, normalement, pour suivre tout cela. Mais je vais vous dire, moi je n'y crois pas. Je ne vois pas un ancien ministre, je ne vois pas Mohamed Diaré suivre à la trace le président de la République. On sait comment il a été... Faut pas se leurrer. Justement. Ouais. Et ça nous repose la question de l'indépendance et de l'autonomie de ces cadres qui ont été nommés encore une fois. C'est le président de la République qui les nomme tous. Ouais. C'est-à-dire qu'il a pouvoir de révocation. Et vous voyez avec quelle célérité justement, avec quelle célérité. Absolument. Juste, je crois que c'est 24 heures après avoir été nommé que le président de la République est allé déposer sa déclaration de biens. Mais on attend toujours cette publication-là. Mais quel qu'il en soit, je repose la question. Comment justement est-ce qu'on va demander des comptes, exiger des comptes du président de la République et des ministres pendant qu'on sait que M. Diaré, en tout cas président de la Cour des comptes, est une création d'Alpha Condé? Bien. Mohamed Mara. Écoutez, moi je vais juste vous dire une chose. En matière d'enrichissement illicite, curieusement en droit, c'est la seule matière où la charge de la preuve n'incombe pas, disons, à celui qui poursuit, mais en réalité à la personne qui est incriminée. Tout ce que l'État guinéen, par exemple, a à faire lorsqu'on pense que certains grands commis de l'État se sont enrichis, c'est de trouver les placements qu'ils ont eu à faire, c'est de trouver notamment les investissements. Et puis qu'on vérifie, si par exemple en 10 ans, on estime que vous ne pouvez pas par exemple posséder, disons, 40 ou 100 milliards de francs guinéens en termes de valeur de tout ce que vous avez, à travers votre travail, là on est en droit de vous demander des comptes. Ça se fait ailleurs. Les cas d'enrichissement illicite, c'est prévu par les textes chez nous. La question est de savoir qui va poursuivre qui. Et parce que je vous parlais du cas de ce grand commis de l'État au niveau d'une régie financière importante de l'État qui, d'une autorité publique ici, il y a seulement quelques années, on lui prêtait pratiquement presque une trentaine de propriétés immobilières rien que dans la capitale Conakry. Ouais. Donc moi je me demande comment quelqu'un qui appartient à une structure publique peut avoir autant de biens. Parce que ça, vous ne pouvez pas me dire que c'est acquis avec la sueur du front. Ce n'est pas possible. Donc, ailleurs, lorsque vous voulez devenir immensement riche, vous vous méfiez d'aller au gouvernement, vous refusez d'aller à l'administration publique. Vous allez faire du business. Chez nous, vous voulez devenir riche en un temps record, vous vous battez à Sékou Touré dans les réseaux, vous entrez au gouvernement, vous êtes sûr, en un an, de devenir ce que votre père et tous vos aïeux réunis n'ont jamais été. Donc, ça c'est un problème. Maintenant, de l'autre côté, la déclaration des biens, il faut qu'il y ait, disons, le point de repère devait être 2010. À partir de 2010, l'opposition, en fait, quand je dis l'opposition, c'est toute la classe politique qui a dormi. La société civile a dormi. C'est bon aujourd'hui que cette société civile commence à demander qu'on déclare des billets. Mais où était-elle? Moi, je me souviens, à l'époque, il y a cette ONG Afrido qui avait quand même sonné l'alerte. Afrido l'a demandé, mais vous vous souvenez d'Afrido? Mais où était la solidarité dans ce combat-là? Parce que vous oubliez qu'Alpha Condé, c'est quand même le fruit d'une bataille chaude de tous les Guinéens depuis 2007. Il ne faut pas l'oublier. On l'a payé chèrement ici, de notre sang, de notre sueur, de nos ressources, pour que ces élections-là aient lieu finalement en 2010 et qu'Alpha Condé vienne. Le combat a commencé bien plus tôt. Donc quand il est venu, lui et tous ceux qui sont succédés devaient déclarer. Aujourd'hui, que ce soit à l'OGP, que ce soit à l'ARPT, toutes les régies importantes financières de l'État, tous ces directeurs généraux-là doivent déclarer leurs biens. Maintenant, je suis contre quelque chose, c'est quand le président dit va plus loin que la loi. À mon avis, non, le président n'édicte pas de loi quand il dit que les femmes des ministres doivent déclarer leurs biens. Il appartient
notamment à l'État, à la Cour constitutionnelle, de demander aux ministres de faire la déclaration de leurs biens. Maintenant, si on pense qu'un ministre a investi avec un prête-nom, c'est-à-dire une fausse identité, notamment mettant quelqu'un d'autre un paravent, et que c'est lui-même qui a investi, libre à eux, justement, de mener des enquêtes, de comprendre que c'est telle personne qui a investi, et dans ce cas-là, de saisir le bien et de poursuivre la personne. J'aimerais terminer par quelque chose. Puisqu'on parle de compétences ces derniers temps en Guinée, vous savez, je vous disais la dernière fois que s'il y a une chose que j'ai appréciée avec les nouveaux entrants au gouvernement, c'est que pour la plupart, j'ai vraiment remarqué que ce sont des gens qui ont fait des études solides. Ça, c'est déjà un bon départ. Même si on dit bien des choses du nouveau directeur des impôts déjà. Lui et son adjoint, surtout le juriste fiscaliste dont j'ai déjà entendu parler, qui a mené des études sérieuses en Guinée, mais aussi en France, et qui a fait notamment Dauphine 9. Pour qui sait ce que c'est cette institution-là, c'est celle qui forme les meilleurs, notamment juristes fiscalistes en France. Donc quelqu'un qui est sorti d'une telle école et jusqu'à un DES, à mon avis, c'est bon parfois qu'on place, même quand les gens sont jeunes, qui ne sont que des quadragénaires. Mais lorsqu'ils ont fait des études sérieuses et qu'ils ont un bon background, c'est bon de leur faire confiance. Donc le rajeunissement continue. Le rajeunissement, il faut d'ailleurs que ça continue. Parce qu'à mon avis, ce jeune-là, s'il fait du bon boulot, à mon avis, ça va encourager tous ces jeunes-là qui étaient à l'étranger, même ceux qui sont là, qui se sont dit à un moment donné, il ne sert à rien de fournir des efforts à l'école et de travailler. Voilà, c'est un bon signal qu'on est en train d'envoyer et ça, il faut continuer. Il faut encourager ce signal. Mais que le président laisse tranquille les femmes des ministres. Bien, allez-y. Jacques, pour clore. Oui, c'est bien d'avoir des personnes compétentes à certains postes. Faudrait-il que ces personnes aient la probité morale, qu'elles travaillent en toute transparence, en tout cas selon les règles. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous n'en manquons pas en Guinée, même dans le précédent gouvernement, nous avions des cadres quand même qui étaient compétents. Pour revenir à la déclaration des biens, moi je pense que finalement le président Alpha Condé, il veut juste montrer aux Guinéens qu'il a vraiment la volonté de lutter contre l'impunité, contre la corruption. Donc c'est pourquoi il en fait une déclaration, il sort dans les médias, il profite d'un conseil des ministres pour dire je demande j'exige à ce que tous les ministres, les membres du gouvernement, les directeurs fassent déclaration des biens auprès de la Cour constitutionnelle. À mon avis, s'il était dans cette logique bien avant, je crois lui-même devrait commencer, vous l'avez déjà dit, à respecter les 48 heures qui lui étaient indiquées pour présenter, déclarer ses biens et que la possibilité soit offerte à nous autres de comprendre exactement ce qu'il a. Moi, je l'attendais plutôt hier, même s'il en a fait une annonce, mais j'attendais quand même qu'il y ait une communication juste après le Conseil des ministres sur les feuilles de route de chaque département ministériel. Je pense que le débat doit tourner à ce niveau pour que les gens aient une idée sur ce que chacun doit faire. Et l'évaluation va se faire conformément à ces lettres de mission. La question a été débattue hier. J'aimerais quand même le préciser. La question a été débattue au dernier Conseil des ministres. Si vous avez bien lu le communiqué, c'est une annonce qui a été faite. Le président remet une lettre de mission au Premier ministre à charge pour ce dernier justement de fixer à chaque membre du gouvernement justement ses rôles. Et le président, à mon avis, a beaucoup insisté pour que cette fois-ci, il y ait une délimitation quand même dans les attributions et les compétences. Pour ne pas que les uns et les autres marchent sur les plates-bandes et qu'on assiste à la cacophonie à laquelle on a l'habitude dans ce pays. Le bastringue habituel. On s'intéresse à la crise au RPG Arc-en-Ciel. Vous nous apprenez la fronde qui n'est pas prête de retomber. Alors là, pas du tout. Figurez-vous, comme m'annonçait ce matin, j'ai parlé avec un responsable de section ce matin qui m'annonce l'arrivée de Seguirine de pratiquement une trentaine de personnes. Les gens de Farana, il semble déjà que des sous-sections et des sections de Farana aussi sont en route déjà pour Conakry. Donc pour l'AG de demain, apparemment ça va chauffer parce que cette histoire-là, et on assiste, vous savez, le président c'est un homme politique à mon avis, mais qui n'est que politique finalement, et je crois que la qualité d'Alpha Condé aujourd'hui est son principal défaut. Il fait de la politique même lorsqu'il a en face des jeunes gens pour lesquels il a été un exemple. Aujourd'hui, à quoi on est en train d'assister? Les jeunes de la casse. Moi, j'étais à la casse, par exemple, samedi. J'arrive, je remarque qu'il y a pas mal de jeunes qui sont absents et d'autres me disent, non, vous savez, ils sont allés aujourd'hui au siège parce qu'il faut qu'on dise la vérité au président. J'ai été étonné hier de voir que déjà on a réussi à opposer ces jeunes-là. Il y a un groupe de jeunes de la casse. C'est fissuré, Absolument. Il y a un groupe de jeunes de la casse, cette fois-ci associé à des jeunes de la coordination Mandingue. Tenez-vous bien.
La coordination mandingue que le président a appelé à la rescousse pour parler aux frondeurs. N'oublions pas que les frondeurs, ce sont les jeunes cadres du parti jusqu'au niveau des sous-sections. Ce sont ceux-ci aujourd'hui qui disons, s'opposent à la manière dont le président est en train de gérer les affaires politiques et les nominations. Ce sont ceux-ci-là. Donc, grosso modo, c'est l'appareil même du parti. Pendant 5 ans, ils nous disent que le président n'a jamais rencontré les sages de la Haute-Guinée. Et subitement, ils décident d'aller à la rencontre de ces vieux-là et leur demandent d'aller calmer les jeunes et de trouver un terrain d'entente. Les sages ne peuvent pas refuser, mais les jeunes logiquement disent que c'est une affaire politique. Ils ne veulent pas du tout que ce soit une affaire de la coordination. Conséquence, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe hier? Quelques jeunes de la coordination mandingue vont s'associer à d'autres jeunes de la casse pour venir faire sauter les verrous, notamment au niveau du siège national, dont les clés pourtant avaient déjà été remises par les frondeurs, rappelez-vous, aux sages de la coordination mandingue. Maintenant, on me dit qu'hier, le président a reçu leur mémorandum. Donc, eux, pour le moment, ils mettent de l'eau dans leur vin en attendant une réponse éventuelle du président de la République. Ce qu'il faut dire, hein, ce mémorandum, il est assez ambitieux quand même. Hein. On demande 60% des préfets, 60% des gouverneurs. Je pense qu'il faut être un peu réaliste. Hein. Ce sont des négociations. Eux-mêmes savent pertinemment. Ils mettent la barre trop, Non, ils savent que ce n'est pas réaliste, mais à mon avis, quand on a lutté pour quelqu'un 25 ans de sa vie, à un moment donné, vous lui demandez des comptes. C'est un peu ce qui est en train d'arriver aujourd'hui au professeur Alpha Condé. Tenez, ce monsieur m'a dit une chose qui m'a fait teinter les oreilles. Il me dit, nous on a compris qu'en 24 ans, le seul problème au niveau de notre parti, c'est le président lui-même, qui n'a fait qu'opposer les gens pour toujours tirer son marron du feu. Absolument. Donc finalement, c'est ce qui se retourne contre le professeur Alpha Condé aujourd'hui. Tamba Zakari. Alors, je l'ai dit précédemment, je veux encore le redire. Même au sein de la plus grande démocratie connue, en tout cas théoriquement, de nous, c'est-à-dire celle américaine, on sait bien que le président, qu'il soit démocrate ou républicain, n'est pas totalement détaché des affaires de son parti. C'est une observation à faire. Mais de l'autre côté, et d'ailleurs, par rapport à la première observation, j'aimerais rajouter, comme je l'ai dit encore il y a quelques jours, M. Alpha Condé ne peut pas gérer le pays en ignorant, en effaçant, en gommant tout le passé qu'il a eu avec le RPG Arc-en-Ciel. Ce n'est pas possible, ça doit aller avec. C'est une observation. Mais de l'autre côté, il faudrait demander au RPG Arc-en-Ciel de ne pas être dans une allure à prendre le pays en otage. Parce qu'on voit, Alpha Condé semble devenir prisonnier de cette situation-là. Il est obligé d'écouter, c'est lui qui va... Finalement, c'est lui qui rampe au pied de la coordination mandingue. Il retourne vers elle, il lui dit « Aidez-moi à régler cette situation ». La situation, justement, ce feu est en train de le préoccuper. Et finalement, il y a les affaires de l'État qui sont là, qui doivent être gérées. Il ne faudrait pas que cette situation prenne en otage le président de la République, parce que dès qu'il est fait président de la République, il n'est plus président du RPG Arc-en-Ciel, même si lui-même s'invite tout le temps et qu'il refuse de comprendre cela. Mais moi, je veux inviter encore une fois la Cour constitutionnelle. Il faudrait qu'elle reprenne M. Alpha Condé. Il faudrait qu'on lui dise quel est son rôle précis. La Constitution ne veut pas que M. Alpha Condé s'implique de cette façon-là dans les affaires du parti politique, de son parti politique. C'est totalement interdit. Bien. Mais pourquoi est-ce qu'il s'obstine? Pourquoi est-ce qu'il piétine de cette façon les lois qui consacrent notre identité, notre nation? Je voudrais que la Cour constitutionnelle réagisse. Bien. On en a besoin. De quelle marge de manœuvre dispose finalement Alpha Condé? Avant de parler de cette marge de manœuvre, Tamba parle de la Cour constitutionnelle. Moi, de toutes les façons, cette Cour constitutionnelle aujourd'hui, pour moi, laisse à désirer. Mohamed Mara me dira le contraire. Il est juriste dans ce studio. Ah ben non, quand on parle, s'il vous plaît. Quand on parle de prestation de serment, il y a le discours. S'il vous plaît. Non, mais pour l'instant, s'il vous plaît. C'est une cour qui travaille bien. Ça, c'est vous qui le dites. Ce n'est pas un discours. Mais attendez, Tamba, on va le laisser aller au bout de son raisonnement. Allez-y. Alors, je reviens. Je dis bien. Quand on parle de prestation de serment, vous avez le discours du président de la Cour constitutionnelle. Vous avez également d'autres actions qui suivent. Pour la première fois, on a vu qu'il y avait une erreur dans ce que le président a dit. Donc on a demandé la reprise. Et le président de la Cour constitutionnelle avait fait un très beau discours que tout le monde avait apprécié, même si ça choquait certaines personnes, il faut le signaler. Lors de la reprise, pourquoi le président de la Cour constitutionnelle n'a pas tenu de discours pour compléter effectivement cet événement? Il n'a pas tenu de discours. On a juste fait prononcer au président de la République ce qu'il devait dire, ce qui était dans l'article. Je pense qu'il y a encore quelque chose qui manque. Donc pour moi, cette passation, elle n'est pas complète. Je le dis, les juristes pourront me contredire. Autre aspect,
Je pense que maintenant, peut-être qu'il y a des pour gens revenir à la crise. à la crise. Il y a des gens qui se sont réveillés au sein du RPG Arc-en-Ciel. Parce que je n'arrivais pas à comprendre lors des assemblées quand le président dit oui, je n'ai pas de compte à vous rendre, je n'ai pas ceci ou cela, ce n'est pas vous qui m'avez élu, je ne donne mon élection à personne. Mais je tombais de nu. Parce que qui que vous soyez, exactement, qui que vous soyez, même si vous êtes aimé par tout le peuple, il faut des gens quand même pour aller expliquer exactement votre politique à cette population. Qui allait expliquer la politique? Un appareil politique. Qui est allé expliquer la politique du président aux Guinéens, aux nombreux Guinéens, si on peut le dire ainsi, qui ont voté pour lui. Donc je pense qu'il y a eu un petit problème dans la communication du président de la République qui est en train aujourd'hui de se retourner contre lui. Et quand je disais dans ce studio que la réelle politique va s'imposer à Alpha Condé, on me disait non, il y a ceci, il y a cela. Aujourd'hui, il fait face à quoi exactement? Il fait face à quoi par rapport aux militants du RPG? Il n'est pas en train aujourd'hui, si on peut le dire, d'accepter leurs différentes revendications, même si pour l'instant on dit que tout cela risque de profiter à un homme politique, Lansana Kouyaté, par hasard? Mais pourquoi pas? Attendons de voir. Pourquoi pas? Attendons de voir. Les GG reviennent dans 3 minutes, le temps d'aller à la pause. Continuez à réagir à nos sujets au GG 8037 où vous faites le 657 39 13 13. Si vous êtes à l'étranger, vous rajoutez le code de la Guinée, le 00224, où vous allez sur la toile, sur le www.espacefm guinée.info. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression.